Bonjour à tous, c'est bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis, vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Écoutez, donc aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire sur les crypto-monnaies, donc notamment je vais vous parler du Bitcoin, comme vous savez, toujours avec les métriques sur les ETF, notamment avec les sorties, les entrées des capitaux. Ensuite je passerai aux projets crypto, donc comme VeChain au niveau du RWA, donc utile, vous savez, la tokenisation des actifs au niveau de l'utilité, c'est les VeChain sont dans la niche très spécifique et ils évoluent tout seuls là-dedans comme des grands. Donc je vais en parler, je vais mettre à jour les informations sur ce projet et puis bien sûr je passerai au RWA traditionnel, c'est-à-dire la tokenisation des actifs avec notamment les projets comme Ondo Finance, Plume, Chainlink et bien sûr Ripple avec le XRP bien évidemment. Donc tout ça, il y a des nouvelles encore très intéressantes, très fraîches là cette semaine qui sont tombées donc que je vais vous partager. Et puis en fin de vidéo, on passera comme d'habitude aux actualités crypto plus générales, toujours en lien, mine de rien, avec le RWA, de façon directe ou indirecte. Et je passerai en fin de vidéo sur la conclusion sur les cours de l'or et de l'argent, comme vous connaissez, pour voir un petit peu quel message on a encore de la valeur refuge par excellence numéro 1 au niveau mondial. Bon, bah écoutez, sinon, avant de commencer la vidéo, j'en profite pour vous remercier également pour les commentaires, les messages, les likes que vous me mettez en place sur la chaîne. Ça fait super plaisir, ça pousse à continuer vraiment ce travail malgré tout, parce que même si c'est une passion de ma part, vous savez, eh bien ça reste quand même, c'est vrai que ça prend du temps, donc ça pousse à continuer. Donc n'hésitez pas aussi, là aussi sur cette vidéo, à vous mettre un like, à vous abonner à la chaîne, et puis sinon, bah écoutez, on est parti, Donc je commence avec le Bitcoin et notamment le rapport de Farsight Investors que vous connaissez. Et donc on est sur des ETF Bitcoin Spot avec une semaine qui a été catastrophique. Clairement, on peut le dire, puisque regardez, cette semaine, on a eu en fait un total de quasiment 1 milliard de dollars de flux sortant carrément sur les ETF Bitcoin Spot. Donc on est passé en fait de 59,9 milliards la semaine dernière à 58,8 milliards de dollars au total positif, au total sur les ETF Bitcoin Spot. Alors est-ce que, encore une fois, on pose la question, est-ce que c'est la fin du monde, c'est la fin d'Arico? Bon, eh ben non. Parce que là, en fait, encore une fois, je rappelle que depuis le crash, le flash crash qu'on a eu début octobre, le 10 octobre, il y a plus d'un mois désormais, on a perdu en fait sur les ETF Bitcoin Spot, je crois nous étions à 63 ou 64 milliards de dollars du top de flux entrants sur les capitaux des ETF Bitcoin Spot et nous sommes désormais à 58,8 milliards de dollars de flux positifs totaux injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Donc ça veut dire que malgré la catastrophe, là, malgré le nucléarisation, enfin je sais pas comment dire, la catastrophe nucléaire qu'on a eu sur les prix, notamment des altcoins, et même le retournement de tendance, quasiment en train de se poser la question, ce n'est pas un bear market pour certains analystes. Bon, mais moi, vous connaissez ma position là-dessus, je suis encore très confiant, très bullish pour la suite des choses sur le Bitcoin, je rappelle, je ne me cache pas là-dessus. Et donc, c'est pour vous dire que là, quand je vois ça, quand je vois la panique qui est associée, je me dis, bon, c'est un peu dommage quand même de paniquer, parce qu'il faut savoir que là, on a encore 58,8 milliards de dollars au total de flux entrants. Ça veut dire qu'en fait, on a perdu dans le plus dur du marché baissier, là, enfin, qu'on a eu, la correction qu'on a eu récemment, à peine 10% des flux totaux, enfin des flux sortants là sur le marché et flux totaux sur les ETF Bitcoin Spot, seulement 10% des capitaux. Enfin, donc avec ça, on ne peut pas vraiment dire que nous sommes dans un marché baissier au niveau des institutionnels, en tout cas, sur leur volonté d'investir ou non dans le marché des ETF Bitcoin. Donc là, je pense plutôt qu'il y a une prise de profit associée bien sûr à de la panique, évidemment, même chez les institutionnels, parce que c'est des humains quand même malgré tout derrière, mais ils ne raisonnent pas de la même façon et pas sur la même échelle de temps que nous, le retail. Je rappelle, c'est très important ça de prendre en compte, et surtout il y a aussi l'aspect de manipulation. Voilà, les institutionnels sont très forts et sont vraiment capables de mettre en place des phases, des schémas de manipulation sur les marchés. Donc on voit bien que là, on a tous les signaux dans le rouge, c'est-à-dire qu'on a les ETF effectivement dans le rouge, on a des articles maintenant qui commencent à dire effectivement c'est la fin, c'est le bear market. Bon, tout ça combine une pression où effectivement on se dit bon bah c'est la fin des haricots, c'est la fin, c'est le bear market. Sauf que quand on regarde vraiment les données, les chiffres, bon on constate que ok on est dans le rouge, mais on n'est pas à moins 40%, on n'est pas à moins 50% des flux de capitaux au total sur le Bitcoin. On est très loin
bon, d'avoir carrément le retournement et l'évitement du Bitcoin en tant qu'actif digital à mettre dans sa trésorerie au niveau des institutionnels. Voilà. Alors qu'on pourrait le penser, au final, quand on voit le bruit qu'il y a autour de ce qui se passe actuellement. Donc je pense que c'est très important là aussi de prendre du recul, d'avoir une stratégie, je vous rappelle. Alors, je ne suis pas conseiller financier, hein, effectivement, me permet de vous dire ça, mais je vous partage en fait juste mon opinion, ce que je pense actuellement, franchement, du marché, de l'état du marché. Mais après, c'est à vous de faire vos propres recherches également, d'avoir votre propre opinion, parce que c'est important aussi que vous puissiez gérer par rapport à votre propre profil d'investissement, eh bien, la façon de gérer votre portefeuille, en fait, tout simplement. Voilà. Donc pour moi, cette correction au contraire est plutôt saine sur le marché du Bitcoin parce qu'on a eu une phase en fait de montée littérale du Bitcoin avec, bon, littéral plus ou moins, mais on est quand même passé de 60 000 à 120 000 dollars quand même en quelques mois. Bon, donc c'est vrai que on avait eu des corrections, mais jamais aussi fortes que celles qu'on a connues, en tout cas avec le flash crash au niveau des altcoins et tout, depuis très longtemps. Donc je pense que ça a permis également de faire un assainissement du marché, et c'est pas plus mal, parce que pour moi, on va pouvoir repartir plus fort, plus haut, et peut-être même plus rapidement qu'on ne le pensait, par rapport aux nouvelles qui sont en train de tomber. Bon, après c'est mon avis, je peux me tromper, hein, mais je pense que je serais pas étonné en tout cas. Et ensuite, je regarde pareil les chiffres sur les ETF Ethereum et regardez, donc c'est pareil, on est aussi dans une tendance, alors moins massacrante, on va dire, mais en tout cas, là aussi, on est dans un flux négatif sur les 4 derniers jours, là, sur le rapport de Farsight Investors, et on a quand même, là aussi, je rigole quand on dit, bon, c'est la fin d'Ethereum, bon, machin, bear market et tout, mais on a quand même encore 13,15 milliards de dollars de flux totaux injectés sur les ETF Ethereum spot. Le total, genre au plus haut, nous étions entre 14 et 15 milliards, il me semble. Bon, on est là aussi, on a à peine perdu, peut-être même pas 10%, des flux qu'on avait au top des capitaux entrants sur ETF, on a dû perdre 10% à tout péter, là dans la tempête, quoi. Des flux sur les ETF Ethereum. Bon, on est loin de la débandade, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut remettre en perspective quand même, c'est important. Et donc là, par contre, on a les ETF sur Solana, alors là, ils s'en foutent. Solana, lui, s'en fout, il continue d'accumuler des capitaux. Donc on voit bien que la liquidité, malgré tout, continue de s'injecter dans ces marchés-là, même de façon positive, à contrario par rapport au Bitcoin et à Ethereum, on voit bien que Solana continue d'accumuler des capitaux de façon positive. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc on voit bien que là, on voit une correction, effectivement, si je dois conclure sur les ETF, Ethereum, Bitcoin, Solana, sur quelque chose où on a une correction passagère, pour moi. Voilà, les institutionnels prennent des profits, peut-être qu'ils manipulent le marché également un petit peu, mais bon, c'est pas non plus foudroyant la correction qu'on a, même au niveau des capitaux. Donc je pense que tout ça prépare pour une remontée en avant derrière et quelque chose de positif pour la fin d'année ou alors début 2026. En tout cas, c'est mon opinion. Après, je continue et je vais vous dire pourquoi je vous dis tout ça en fait. C'est parce que derrière, au niveau macroéconomique, il y a quand même des éléments qui permettent de le dire. Notamment, donc là, j'ai un article de journalducoin.com. Bitcoin, les achats des entreprises ralentissent, mais les réserves de Bitcoin atteignent un niveau record. Et donc là, si on va un petit peu plus en détail dans les chiffres, regardez, les entreprises et les gouvernements ont continué d'accumuler du Bitcoin en octobre 2025, atteignant un niveau record de 4,05 millions de Bitcoin. Donc pendant que vous avez le bruit ambiant qui vous dit « Ok, c'est le bear market, en fait, c'est fini, on plie bagage et rendez-vous dans 4 ans », j'ai lu ça quand même à plusieurs endroits, j'ai bien rigolé. Et bien, en parallèle, vous avez carrément les institutionnels et les entreprises qui, malgré le fait qu'on a des flux là plutôt négatifs ces dernières semaines sur les ETF, Ethereum et Bitcoin Spot, eh bien, en fait, continuent en sous-marin d'accumuler, alors moins rapidement que d'habitude, c'est clair, mais quand même, malgré tout, au point qu'on a atteint un niveau record de 4,05 millions de Bitcoin détenus par ces mêmes institutionnels, baleines et gouvernements dans leur portefeuille. Voilà, donc donc en gros, c'est pendant que vous et que nous, en gros, le retail, la masse, je m'inclus dedans, hein, bien sûr, on vend, grosso modo, moi je n'ai pas vendu, bon, mais soit, grosso modo, le retail vend, et bien les institutionnels, eux, ils achètent.
moins rapidement, de façon moins évidente. Il y a plus effectivement de bandeaux de breaking news, tel nombre d'achats de Bitcoin a été fait par telle entreprise, tel institutionnel, tel gouvernement. Mais malgré tout, les chiffres continuent de parler pour eux-mêmes, en fait. Voilà, donc les acteurs institutionnels ont adopté des stratégies de trésorerie plus défensives, privilégiant la protection de leurs métriques financières face à un marché incertain. Voilà, donc ils sont sur la défensive, malgré tout, ils continuent de croire au Bitcoin et aussi à Ethereum. Vous allez voir pourquoi je vous en parle derrière. Allez, je continue. Donc cette fois, je passe à un article de cryptost.fr. Bitcoin, la banque centrale de Tchéquie, ajoute du Bitcoin et d'autres cryptoactifs à son bilan. Bah, je ne peux pas vous dire mieux quand même. Donc on voit bien qu'on a quand même... Enfin, donc le FOMO, d'abord qui a eu lieu en 2020 sur le retail. Donc on voit bien qu'on a eu un premier pic comme ça en 2020, vraiment FOMO spécifique des gens, vous et moi. Ensuite, on a eu là 2024 avec l'arrivée des ETF Bitcoin, le FOMO institutionnel et depuis donc les institutionnels, les entreprises achètent en masse du Bitcoin, moins vite là en octobre, mais quand même ils en achètent toujours plus. Et enfin maintenant on commence à avoir de plus en plus le FOMO gouvernemental en fait. Et donc on a la République tchèque, donc quand même une entreprise européenne. On a également, c'est pas tout, hein, je veux dire là je vous montre, on a ça, mais on a également Taïwan, la cryptost.fr, toujours, Taïwan va étudier la possibilité de créer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc là on voit bien qu'on a tous les pays qui sont quand même un petit peu dans cette démarche-là. Et là où c'est intéressant pour Taïwan, c'est pourquoi, dans quelle démarche ils sont psychologiques d'étudier la possibilité de créer une réserve stratégique de Bitcoin. Ils le disent très bien, c'est que Taïwan se trouve actuellement dans une position délicate face aux ambitions conquérantes de la Chine à son égard. Serait-ce la raison pour laquelle son Premier ministre vient d'accepter d'étudier la possibilité de créer une réserve stratégique de Bitcoin en collaboration avec la Banque centrale nationale? C'est pour simplement être sur une économie parallèle en fait, et avoir quelque chose de décorrélé peut-être au niveau de l'Asie, au niveau du dollar, au niveau même de la monnaie de Taïwan, eh bien d'avoir une puissance de frappe économique contre la Chine en fait. Voilà, donc c'est assez intéressant quand même ce qui se passe aujourd'hui. Donc pendant que tout le monde, enfin beaucoup de personnes en tout cas dans la cryptosphère, dans le milieu, sont presque en train de parler de bear market, on a quand même des éléments signifiants que les institutionnels majeurs en sous-marin dans l'ombre continuent d'acheter, d'accumuler du Bitcoin. Voilà, et pas n'importe quels acteurs. Carrément là c'est des banques centrales, là on parle de pays là. Donc je continue avec un article de cointribune.com. Le Bitcoin entre dans sa phase de maturité selon Morgan Stanley. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on voit effectivement ce que je vous disais, qu'il y a beaucoup de bruit maintenant sur le fait qu'il y a un changement de cycle du Bitcoin, qu'il y a un changement, même où on est passé en bear market désormais avec la correction qu'il y a actuellement. Et donc Morgan Stanley alerte sur un possible tournant du marché crypto. Donc dans une récente analyse, la banque évoque une fin de cycle pour le Bitcoin et recommande aux investisseurs de prendre leurs gains. Dans un contexte de volatilité persistante, ce signal venu d'une institution majeure invite à la prudence. Donc, effectivement, c'est toujours bien d'être prudent dans le marché crypto, mais le marché crypto est égal par son essence même à de la volatilité. Donc, si vous êtes dans le marché crypto, c'est que vous êtes quelque part déjà habitué à la volatilité du marché. Donc, la correction ne veut pas forcément dire justement la fin du cycle Bitcoin. Et puis, par contre, là où je suis tout d'accord avec Morgan Stanley personnellement, hein, c'est mon avis, c'est que effectivement le Bitcoin est désormais entré en phase de maturité. Et donc, peut-être pour moi, plutôt en phase, on n'a plus vraiment de cycle, comme je vous disais, aussi prononcé qu'avant. D'ailleurs, on le voit très bien que ce cycle actuellement, par exemple, si on écoutait Morgan Stanley, en fait, on n'a pas vraiment eu de cycle haussier. Alors, on a eu un cycle haussier sur le Bitcoin, on est d'accord, avec un bon bull run où en fait, on a fait un x3 sur les prix du Bitcoin par rapport au dernier cycle. Hein, je rappelle, le pic du dernier cycle, 2020-2021. Mais par contre, sur les altcoins, on n'a jamais de la vie, on a eu un cycle haussier sur les altcoins, ça a été une catastrophe. Si on devait s'arrêter aujourd'hui à l'instant T, ça y est, on passe en bear market. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a un changement de comportement des cycles, et ça, c'est pas normal si on fait la référence par rapport au cycle historique. Donc moi, personnellement, je pense qu'effectivement, le Bitcoin est entré en phase de maturité avec l'arrivée des institutions. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos, hein, c'est pas nouveau. Et donc, on arrive dans un changement de comportement quelque part
du marché crypto dans son ensemble, avec le Bitcoin en premier lieu, parce qu'on est désormais dans une valeur refuge. On le voit bien, les institutionnels ne savent plus comment acheter du Bitcoin, les gouvernements sont en train d'entrer dans la danse via leur banque centrale. On le voit notamment avec la République tchèque et même Taïwan s'intéresse au Bitcoin via sa banque centrale. Donc tout ça fait qu'on entre dans quelque chose où forcément on va impacter de plus en plus la volatilité du marché du Bitcoin. Il va y avoir de moins en moins de volatilité sur le Bitcoin au fur et à mesure du temps par rapport au court terme. Par rapport au long terme, là aussi je vous le dis, moi je vois en 2030 un Bitcoin à 1 million de dollars. Voilà. Après, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Bah, ça, je peux pas vous le dire, je ne sais pas. Mais entre l'offre et la demande, et vous voyez bien qu'on a déjà 4,05 millions de bitcoins, je vous ai montré l'article précédent, dans les mains des institutionnels et des gouvernements. Donc ça veut dire que vous avez déjà plus de 20% en fait, du supply total de bitcoin qui est dans les mains des institutionnels et des gouvernements. Voilà, je ne parle même pas des bitcoins qui sont perdus, je ne parle même pas du bitcoin qui ne sont même pas encore mis en circulation, on a 1 million encore qui doivent être minés, donc jusqu'en 2100, il me semble. Bon, et cet ensemble-là fait qu'au final, on a de moins en moins de Bitcoin disponibles pour le retail désormais au fur et à mesure du temps. Voilà, parce que ça continue dans ce sens-là. Donc effectivement, le Bitcoin entre dans une phase de maturité, mais je ne pense que les conséquences par rapport à Morgan Stanley, ce qu'ils disent, ne sont pas les mêmes pour moi. C'est-à-dire que je pense que personnellement, on va entrer dans une phase de maturité et donc le Bitcoin va continuer d'exploser vers le haut parce qu'il y a un choc entre l'offre et la demande qui est en train de se produire et on a une compression là en train de se créer sur le Bitcoin. Je vais montrer d'autres métriques après qui confirment cette tendance, cet aspect-là. Donc le cycle de 2 ans de hausse, 2 ans de baisse, je pense qu'on ne peut plus vraiment parler de ce genre de cycle avec une force égale à celle qu'on a connue par le passé. Voilà, donc là, c'est là où il faut être prudent pour moi. Bon, allez, je continue dans ce même cadre de Bitcoin, mais là, je passe aussi à Ethereum, parce que c'est très intéressant ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, regardez la rapidité avec laquelle Ethereum, au niveau des institutionnels, est passé au-dessus du Bitcoin dans les réserves stratégiques, dans les trésoreries de réserve des entreprises. Donc ça y est, Ethereum a officiellement dépassé en fait dans les réserves stratégiques des entreprises le pourcentage par rapport au Bitcoin. Et donc on voit bien que c'est allé très très vite. Regardez, c'est à partir de juin, en fait, du 20 juin jusqu'au 8 octobre, en quelques mois, on a pulvérisé le Bitcoin avec Ethereum. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus dans les institutionnels qui disent que, ok, le Bitcoin, on en achète pour se protéger contre l'inflation parce que c'est l'or numérique, quelque part. Par contre, Ethereum, effectivement, c'est pas l'or numérique, ce serait l'argent physique dans le parallèle, hein, si on peut faire ce parallèle-là. Mais il s'est lié, lui, au smart contract et en fait à l'infrastructure d'Internet, à l'infrastructure de Wall Street, etc., au niveau du RWA, au niveau de plein de choses. Donc c'est là où c'est intéressant, en fait. On voit que les institutionnels ne sont pas à fond que sur le Bitcoin, un aspect de valeur refuge, de protection par rapport à l'effondrement du dollar, etc. Ils sont également dans une optique d'adopter la blockchain, la technologie crypto en général. Et donc, rien de mieux pour ça que d'avoir le Bitcoin dans sa trésorerie, c'est l'or numérique, et Ethereum, qui est en fait le leader, le roi incontesté au niveau des smart contracts et de la technologie blockchain. Voilà. Et donc je continue, et c'est là où d'autant plus intéressant quand on voit le contraste, que vous voyez, regardez là sur CoinMarketCap, et on a le Fair Crypto Grid Index qui est totalement dans l'extrême peur. Regardez, on est en 18, à 18, donc on est dans l'extrême peur, et ça, c'est arrivé 2 fois depuis 2023, en quelques années. Donc là, j'ai pas plus, hein, jusqu'à 2023. Mais depuis 2023, c'est arrivé 2 fois. C'était arrivé effectivement en juin donc 2025 et je crois le 3 juin 2025 et un peu plus tard derrière. Voilà, et le 18 avril. Donc c'était en début d'année en fait. C'est en début d'année, c'était en mars, pardon, c'était en mars, excusez-moi, et en avril. Voilà, c'est la dernière fois qu'on a eu à ce point une extrême peur sur le marché des crypto-monnaies, parce qu'on a eu les grosses corrections du début d'année. Voilà. Donc là, on est au même niveau. Allez, on a un niveau d'extrême peur, alors qu'on a encore une fois, vous avez vu, les institutionnels,
les gouvernements qui achètent du Bitcoin et qui s'intéressent au minimum à acheter du Bitcoin. C'est là où on a vraiment un contraste frappant, il faut être vigilant, je pense, là-dessus. Autre métrique très intéressante en ce moment, et je vous la présente souvent ces derniers temps, c'est cette courbe. Vous voyez, je suis sur CryptoQuant, comme vous pouvez voir ici, au niveau du graphique, et c'est la réserve en fait de Bitcoin disponible sur les plateformes exchange. Et regardez cette courbe, on est à un plus bas depuis là aussi très longtemps, ça fait au moins 6-7 ans, on n'a pas atteint un plus bas de Bitcoin disponible sur les plateformes exchange. Donc quand je vous dis qu'on a vraiment un problème entre l'offre et la demande sur le Bitcoin, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a vraiment des métriques qui indiquent effectivement on a de moins en moins de Bitcoin disponibles au final pour le retail. Parce que les plateformes exchange, principalement, c'est le retail, en fait. Derrière, qui va sur ces plateformes exchange. Après, les baleines, ils ont des canaux plus spécifiques quand même pour acheter le Bitcoin, etc. Bon, donc on voit qu'il se passe quelque chose là. Il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles. Et donc, forcément, ça va créer un jour, hein, entre l'offre et la demande, un choc très important. Bon, allez, je continue et je vais conclure sur le Bitcoin à partir de ce graphique, donc avec un tweet de Chantal Lang, comme vous pouvez voir ici, que je trouve vraiment très intéressant parce que c'est tout simplement le graphique qui résume la situation actuelle parfaitement. Et donc, selon moi, hein, encore une fois, selon moi, et donc là, vous avez un graphique de crypto, donc rank, c'était au niveau des datas, et regardez, en noir, vous avez la courbe du retail, en bleu, les whales, donc les baleines qui accumulent, et le prix du Bitcoin en jaune. Et regardez qu'au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qu'on a? On a depuis janvier 2025, au final, on a le retail qui se fait sortir du marché littéralement. Et en parallèle, vous avez les baleines qui font l'inverse. Elles accumulent du Bitcoin, parce qu'elles ont de plus en plus de Bitcoin. Donc c'est littéralement ça. Donc c'est pour ça que quand je vous dis qu'on a des institutionnels, peut-être pas les gouvernements encore, mais en tout cas les institutionnels qui aujourd'hui complotent, hein, entre guillemets, pour vous faire sortir du marché, pour nous faire sortir du marché aujourd'hui, c'est ça. C'est ce qui est en train de se passer au final. C'est pas sorti du chapeau comme ça, c'est mathématiquement vérifié. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le retail perd espoir, en a marre de se faire défoncer par le marché crypto, etc., au niveau des effets de levier ou plein d'autres raisons, eh bien les baleines accumulent du Bitcoin ou rentrent sur le Bitcoin avec des sommes folles. Et donc là, ça rappelle vraiment les institutionnels, parce que regardez, c'est surtout depuis 2024 qu'on a, regardé en 2024, arrivée des ETF, par là, boum, explosion nucléaire, en fait, du nombre de Bitcoin et du nombre de baleines, en fait, qui détiennent du Bitcoin. Voilà, c'est ça qui se passe. Et aujourd'hui, on a eu quand même, pas première fois, donc, en 2021, on a eu un croisement entre le retail et les baleines en termes de nombre de Bitcoin détenus quelque part. Donc aujourd'hui, les baleines détiennent plus de Bitcoin, hein, si je lis bien le graphique, que le retail, au final. Et ça, c'est voulu. Donc aujourd'hui, pensez bien à ça, quand il y a des corrections comme ça, que font les institutionnels à smart money? Ils accumulent du Bitcoin. C'est discount, au final, pour eux, parce qu'ils ont une échelle de temps qui est plus longue que nous, au final. Voilà. Ça devrait nous interpeller quand même. Bon. Donc, conclusion, voilà, c'est-à-dire que si vous avez une vision moyen-long terme, eh bien, tout est dans le vert au final. Là, on est en train de vivre, ok, une correction, mais peut-être dans un mois, 2 mois, ou même si c'est 6 mois, eh ben, le marché repartira à la hausse. Parce que la smart money, les investisseurs professionnels, les institutionnels, les gouvernements achètent du Bitcoin et ils vont continuer à en acheter. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'en plus, on est dans une macroéconomique où tout se pète la gueule. On a le dollar, il se pète la gueule. L'euro, ça n'a jamais servi à rien, l'euro. C'est de la daube. On perd de la valeur au fur et à mesure du temps. Il n'y a que le franc suisse qui tient à peu près la route en ce moment, mais lui aussi perd de la valeur, notamment par rapport à l'or. Bon, donc toutes les monnaies fiat, à cause des dettes et de l'impression d'argent massive, ça n'a pas géré l'argent, en fait, les banques centrales, ben, on a une inflation massive et on a une perte progressive, on a une inflation massive sur l'euro, le dollar, le yen, toutes les monnaies fiat gouvernementales aujourd'hui. Et ça, ils le savent très bien, les institutionnels. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle ils se réfugient désormais dans le Bitcoin, en déclarant que le Bitcoin, effectivement, c'est l'or numérique. Parce que je rappelle que la volonté propre, l'essence même de l'or, c'est d'être le bouclier contre l'inflation et contre la dévaluation des monnaies fiat.
Voilà, donc tout est là en fait. Dans ce graphique, on a vraiment la conclusion de ce qui est en train de se passer sur le marché des crypto-monnaies. Donc, quand on voit, vous avez du bruit sur la cryptosphère en disant c'est le bear market, c'est machin, bah ok, même si c'est le bear market, on s'en fout, ça va durer quelques temps, et puis après ça repartira à la hausse, et ça durera peut-être pas 2 ans comme avant, puisque je rappelle que le marché crypto est en train d'évoluer, le Bitcoin n'est pas dans une phase de maturité, comme le dit Morgan Stanley eux-mêmes, voilà. Avec des conséquences, justement, on n'a plus euh, les mêmes comportements que dans le passé sur les précédents cycles haussiers baissiers sur le Bitcoin. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Bon, allez, donc maintenant je vais continuer, ce sera tout pour le Bitcoin, hein, vous avez compris, je suis ultra bullish pour la suite, il y a juste le court terme, ça je sais pas, court terme effectivement on peut avoir encore une correction de 20-30%, on n'est pas à l'abri, avec justement la volonté propre de manipulation des institutionnels pour faire sortir du marché, mais sur le moyen et long terme, je vous le dis, Bitcoin à $1 million à 2030, je ne serais vraiment pas surpris, je pense même que ça va arriver. Voilà. Donc maintenant, j'ai continué au RWA et au projet crypto en général. Donc je continue avec VeChain, notamment avec un tweet de la fondation VeChain directement, qui fait référence en fait à des allégations fausses de la plateforme exchange Bybit. Donc vous voyez, ça va quand même loin l'histoire, hein, je vais vous expliquer. Qui a fait une liste, donc je rappelle, la plateforme exchange Bybit a fait une liste là cette semaine de blockchains qui étaient capables en fait de friser, c'est-à-dire de geler les fonds via leur code source et des backdoors, entre guillemets, au sein du code, n'importe quel fonds des utilisateurs. Donc en gros, de dénoncer quelque part, l'objectif de Bybit, c'est de dénoncer les blockchains qui étaient centralisées et qui pouvaient nuire à l'écosystème de décentralisation au niveau de la cryptosphère. Bon, alors manque de peau, sur VeChain, en fait, c'était faux. Donc je vous explique tout ça. Donc VeChain a très justement répondu en fait aux allégations de Bybit, en démontrant qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc déjà, Bybit faisait référence à un événement qui s'était déroulé en 2019 sur l'écosystème de VeChain, où en fait il y avait eu un hack et des vols, notamment au niveau des VeChain, donc des VET, la crypto-monnaie VET, sur la blockchain. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu par consensus, en fait, VeChain, qui a demandé à la communauté donc son avis, qu'est-ce qu'on faisait au niveau de ces fonds qui ont été volés, eh bien, s'il fallait les bloquer ou non. Donc, c'est pour ça qu'on a eu en 2019 une version 1.1.5 où on a eu une liste, en fait, de blocs qui a été demandé si on avait, où la demande était faite à la communauté si on était d'accord pour bloquer ou non, en fait, cette liste de fonds, quelque part. Et donc, il fallait transférer un VTHO, donc à l'adresse, à un des deux codes barres ci-dessous, pour donner, en fait, son accord ou non, s'il fallait le faire. Donc déjà, première chose, savoir que ça vient pas du code source. Effectivement, c'est pas VeChain qui a décidé de bloquer les fonds. C'est en fait, ça a été passé directement par un consensus de communauté. Deuxièmement, ça a été ensuite les validateurs, c'est-à-dire que ça n'a pas été VeChain qui a mis derrière son veto et qui a bloqué en fait les fonds, ça a été fait par les validateurs. Parce que je rappelle que VeChain n'a pas la main sur l'écosystème du VeChain Tor, ils doivent passer par leurs 101 nœuds de validateurs. Donc ils n'ont pas la possibilité de le faire. Donc ça a été un consensus derrière aussi de validateurs. Et c'est ce qu'ils disent. Et en fait, là où c'est en train de se retourner contre Bybit, c'est qu'en fait, ils n'ont même pas étudié la question, les bonhommes qui ont pondu leur article. Puisqu'on ne parle pas du coup d'un freeze et d'un système de gel des fonds, on parle d'un système de bloc. Donc il y a une différence entre freezing et blocking. Et c'est exactement ce que déclare en fait l'article de VeChain. Voilà, il faut clarifier la différence entre freezer, geler les fonds et les bloquer. Parce qu'effectivement, geler des fonds, ça en fait nécessite du coup que la fondation VeChain aurait la capacité de geler n'importe quel fonds sur la blockchain, n'importe quel utilisateur. Autrement dit, on est dans un système ultra puissant de centralisation, ce qui est l'inverse même de la communauté VeChain, ce que déclare ce que la communauté VeChain apprécie, quoi. Voilà, donc c'est sûr que là, ça ferait très mal sur VeChain si on avait la preuve qu'il y a derrière, effectivement, la possibilité pour la fondation VeChain de geler les fonds, c'est clair. Mais du coup, c'est pas le cas, parce qu'en fait, là, vous avez vu que le processus qui s'est passé en 2019, c'est un système de blocage des fonds par des intermédiaires, c'est-à-dire par la communauté, déjà premièrement, et par les nœuds validateurs. Donc c'est pas la fondation VeChain elle-même qui a bloqué les fonds, quoi. Bon, bref, donc tout ça pour ça, en fait,
mais sauf que ça les impacte derrière, parce que ça peut nuire à un projet, effectivement, de faire des déclarations sans avoir vraiment vérifié la chose, quoi. Voilà, donc c'est là où c'est encore plus drôle, c'est qu'après cet article-là, Café Bybit, ils ont listé VeChain. Là, on croit rêver, en quel monde on est. Donc, ils font un pavé où ils expliquent qu'en fait, vous avez ces blockchains-là, c'est de la daube en fait, parce que c'est centralisé, et puis derrière, ils ont listé au niveau de l'Union Européenne le VeChain. Genre 3 jours après, quoi. Non, mais, donc, enfin, totalement débile, je suis désolé, totalement débile. Donc, c'est soit, on croit pas à un projet, mais encore, on va pas le lister 3 jours après. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une forme, je pense, d'excuse qu'a fait Bybit vis-à-vis de la fondation VeChain. Parce qu'entre, on imagine que dans les coulisses, ça n'a pas dû se passer comme ça. Il y en a qui ont téléphoné, on imagine très bien le PDG de la fondation VeChain téléphoner au PDG de Bybit, expliquer un petit peu comment faut se comporter, quoi, au niveau du savoir-être. Peut-être, on imagine, voilà. Et donc, derrière, ils ont obtenu, en fait, réparation, peut-être, dans ça. Mais en tout cas, il vaudrait mieux, hein, parce que si c'est une coïncidence, ou si c'est déjà prévu comme ça, donc dégrade un projet, puis le liste derrière, enfin, totalement débile. Voilà. Donc cette semaine, ça a été rocambolesque pour VeChain, mais du coup, ce qui est triste, c'est que ça n'avait pas du bien à l'image du projet, parce qu'il y a des personnes qui sont arrêtées directement au poste de Bybit, qui ont dit, bah ok, bah, VeChain c'est de la daube, parce qu'en fait c'est centralisé, et donc on a un problème de centralisation derrière, etc. Voilà. Donc ça, c'est là où c'est dommage, c'est là où c'est important quand même, avant de vérifier tout simplement ce qu'on dit, quoi. Voilà. Bon. Allez, je continue. Donc après, sur le reste, VeChain, bon, continue d'accumuler des points au niveau du nombre de nouvelles adresses. Hein. Vous savez, sur la plateforme VBetterDAO, surtout, hein, surtout cette plateforme-là qui permet d'attirer de nouveaux utilisateurs. Et donc, on est à 18 864, par exemple, nouvelles adresses en 24 heures, là, cette dernière journée. Et puis, on a 14 millions. Ça y est, on a dépassé finalement la barre des 14 millions de nouvelles adresses sur l'écosystème de VeChain. Donc on voit bien que là, il y a une perte de momentum quand même, hein, sur ces derniers mois, mais on va voir que ça donne à l'avenir, bien sûr, pour l'écosystème de VeChain. Et je continue au niveau maintenant du token, et là on a 1 686 025 nouveaux holders de VeChain. On voit que là, ça continue de monter. C'est intéressant, hein. Surtout qu'on a, je rappelle, la nouvelle mise à jour Hayabusa, hein, ça j'en ai pas parlé, qui arrive là en décembre. Donc bien sûr, je vous ferai le point spécifique dès qu'elle sortira, et puis je rappellerai en détail, hein, vraiment les enjeux de cette mise à jour Hayabusa, parce que je pense qu'on va avoir des surprises au niveau de la tokenomics du projet. Bon, allez, je continue. Là, je passe à la TVL cette fois de VeChain. Alors, effectivement, la TVL est tombée à 3,3 millions de dollars, mais c'est logique, parce que comme le prix du VeChain se sont effondrés là ces derniers jours, bon, bah, effectivement, la TVL en a pris un coup, puisque c'est la TVL qui est comparée en dollars. Donc forcément, bah, plus un token perd de la valeur, et plus la TVL en dollars perd de la valeur. C'est pour ça que là, je vais passer la courbe en nombre de VeChain, hein, pour être transparent avec vous. Et donc là, on voit bien que la chute de VeChain est quand même moins violente quand on compare en nombre de VeChain par rapport à son équivalent en dollars. Donc on voit bien que là, même il y a une baisse, on est d'accord à 100% qu'il y a une baisse de la TVL. On est passé de 313,6 millions de VeChain en TVL à 215,83 millions de VeChain. Donc on n'est pas à 50%, parce en dollars, on est passé de 6 milliards, enfin de 6 millions de dollars à 3,3. On a eu une chute de 50% de la TVL par rapport à son plus haut en dollars. Mais par contre, on voit bien que là, en nombre de VeChain, on n'est pas à 50%, on est plutôt autour des 30%, 35% de perte. Voilà. C'est beaucoup, hein, ça fait pas plaisir à voir, mais ça reste quand même tout à fait potable par rapport, notamment si on fait la référence par rapport au cycle de 2021-2022, on reste tout à fait dans les cordes, et puis surtout qu'avec cela, on n'a pas compté la TVL du projet Stargate qui est à 107 millions de dollars, mais là aussi, elle a chuté cette TVL, puisque forcément, elle est comparée également en dollars, comme vous pouvez le voir ici. Bon, allez, je continue, mais globalement quand même, malheureusement ces derniers temps, là on voit qu'il y a une chute, hein, sur l'écosystème de VeChain. Donc on va voir si la mise à jour Hayabusa va redynamiser le projet. Mais après, personnellement, moi je reste extrêmement confiant sur VeChain, tout simplement parce que c'est les seuls, je vous le dis, hein, qui sont dans une niche très spécifique, c'est le Real World Utility.
Voilà, donc l'utilité de la tokenisation des actions de la vie réelle, c'est les seuls aujourd'hui qui font ça, qui ont une plateforme dédiée avec la plateforme VBetterDAO. D'ailleurs, il faudrait que je refasse un point sur la plateforme VBetterDAO, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. Mais elle continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, de grossir, d'attirer de nouveaux projets. Enfin bon, j'ai pas eu le temps, hein, j'avoue, de faire le point. J'ai même plus le temps d'utiliser J'utilise que Mugshot encore, mais tout le reste, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai plein de trucs à faire, le travail et tout, donc c'est déjà pas mal, hein. Mais je ferai le point promis, spécifiquement sur la plateforme VBetterDAO, même pour moi d'ailleurs, voir où ça en est exactement, avec les applications et tout, où ça en est. Bon, mais en tout cas, je reste confiant pour le projet, même si on a une baisse court terme là, sur le long terme, c'est toujours les fondamentaux, les amis, et l'utilité qui, pour moi, vont faire les prix, qui vont récompenser, en fait, les projets crypto avec de l'utilité. Et VeChain est parfaitement inscrit dans ce cadre. Allez, je continue. Cette fois, je vais passer, donc, vous savez, au RWA, enfin financier, avec la tokenisation, cette fois, des actifs du monde réel, hein, classique. Donc, je commence avec un tweet de Ondo Finance directement qui dit que la tokenisation est en train de passer en mode mainstream. Et effectivement, là, ils font référence, en fait, à leur conférence qui a eu lieu, donc, à la Banque fédérale tout simplement de Philadelphie aux États-Unis. Et donc, c'est la 9e conférence, un FinTech, qu'ils appellent ça annuel. Et donc, c'est tout simplement tokeniser le monde. C'est carrément le titre de la conférence, hein, pour vous dire. Et regardez un petit peu les acteurs qu'il y avait durant cette conférence, que des pontes, des poids lourds de la finance traditionnelle. Donc, il y avait le PDG Nathan Allman de Ondo Finance, bien évidemment. Il y avait Paul Grewal, le CLO de Coinbase, Amy Oldenburg de Morgan Stanley, donc la directrice en fait des actifs digitaux. Il y avait Robert Michnik, le directeur des actifs digitaux à BlackRock, et enfin Aaron Klein, donc un consultant senior de Fellow Brookings. Bon, donc ça c'était le modérateur, c'est pour ça qu'il est à part, mais en tout cas tout ça, c'est quand même incroyable quand on voit le petit monde qu'il y a dans la même pièce, tout ça à une conférence qui a lieu quand même à la Banque fédérale de Philadelphie. Bon, donc on voit bien que les institutionnels, ils sont à fond là, ils sont à fond, ils sont à fond, pas vous dire mieux quoi. Et donc on voit bien que aujourd'hui, bon, bah, il y a des discussions qui sont en train d'être mises en place pour transformer, et c'est pas moi qui le dis, c'est marqué ici, pour transformer tout simplement les marchés, en fait, le capital des marchés. Donc on est en train vraiment d'assister à une transformation, de passer du web 1.0 au web 3.0. Ça, on a vu cette transformation, mais là on est en train de passer vraiment du Wall Street 1.0 au Wall Street 3.0 en fait. Alors ils disent 2.0, mais en fait c'est 3.0 directement. Et tout ça grâce à des projets notamment comme Ondo Finance. Et donc je continue, et pour vous dire que c'est vraiment ce consensus du RWA, la tokenisation d'actifs, il est vraiment unanime au sein des institutions de la finance traditionnelle, puisque là j'ai un tweet également toujours de Ondo Finance qui fait référence à une intervention de Vlad Tenev, c'est le PDG de Robinhood, vous savez, une des plus grosses plateformes exchange en fait aux États-Unis. Et il parle de la tokenisation d'actifs qui est en train de transformer justement et de remanier un peu le concept même de la finance traditionnelle. Et il dit qu'en fait, eh bien, on va avoir de plus en plus de marchés en fait de capitaux qui vont se rentrer dans la tokenisation d'actifs on-chain, en fait, dans la blockchain, dans les années qui viennent. Voilà, ça devient de plus en plus gros dans les années qui viennent. Je fais référence à ce propos. Et donc, ça commence, en fait, avec les actions, donc les stocks, c'est-à-dire les actions boursières, et donc les actifs de classe, on va dire, internationale, qui ont le plus de potentiel. Mais on aura ensuite l'immobilier, on aura les ETF, on aura l'or, l'argent, tokenisé, etc. Voilà, donc là, ça commence pour l'instant avec les actifs des actions boursières. On l'a vu avec Ondo Finance, sa plateforme Global Market, mais après, ça va vraiment être très généralisé sur absolument tout, et je pense que ça va aller de plus en plus vite. Et ce qui me dit également, qui confirme cet aspect-là, c'est tout simplement regarder les metrics sur, en fait, les total DEX trades over time sur les trades de Ondo. Vous voyez? Et donc, c'est en train d'exploser. C'est ce que dit là le tweet de Ondo Finance, c'est qu'en fait, on a eu simplement les tokenisés, également les ETF, qui ont obtenu plus de 200 000 DEX, enfin de transactions pardon, sur leur DEX et les plateformes exchange décentralisées au niveau de l'activité de trading au final sur les récentes semaines.
Et on voit bien que là, c'est une barre carrément, c'est même pas exponentiel là, à ce niveau-là. Là, c'est carrément une explosion nucléaire, quand on voit les métriques qui ont lieu actuellement. Et ça, en quelques semaines uniquement. Donc on voit qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau d'Ondo Finance, qui est un des leaders, voire le leader dans tout ce qui est la tokenisation des actifs, notamment des actions boursières, etc. Exactement comme le déclare Robinhood, enfin le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc je continue toujours avec Ondo Finance, et c'est très bien résumé, voilà, c'est pour, s'il faut retenir aujourd'hui le potentiel du marché du RWA, ce schéma est excellent, puisque là, vous voyez, en fait, vous avez simplement, c'est Ondo Finance qui le déclare, 34 milliards de dollars d'actifs qui sont actuellement tokenisés. Voilà. Mais le marché global du RWA, selon la vision de Ondo, c'est 270 trillions de dollars au niveau mondial. 270 trillions de dollars, ça veut dire 270 000 milliards de dollars. On n'a pas assez de zéro là pour concevoir simplement combien ça représente derrière. Imaginez. Et actuellement, on a en fait une petite fraction. On appelle une petite fraction en fait de tout ça qui est déjà tokenisé. Quoi. On appelle 1%. On a 1% des actifs tokenisables sur les 270 trillions de dollars qui sont déjà tokenisés. Donc est-ce que ça vous... En fait, ça donne l'ordre de grandeur du potentiel de ce marché-là, du RWA, avec notamment les cryptos. Bah, là, on parle de Ondo, mais il n'y a pas que Ondo, il y a Chainlink, je vais en parler derrière, hein, il y a Plume, il y a XRP, bien évidemment, VeChain. Alors, VeChain, c'est encore autre chose, je vous l'ai déjà dit, VeChain, c'est vraiment le RWA de l'utilité, avec les tokenisations des actions de la vie du monde réel, donc c'est pas vraiment pareil. Mais tout ça, ça va péter, quoi. Ah, les amis, vous avez compris, ça va péter. C'est évident. Hein. Et donc, forcément, vu que les actifs vont converger dans le RWA, mais à travers des bridges. C'est-à-dire des bridges, c'est-à-dire c'est des projets crypto comme Ondo, Chainlink, etc. Voilà, donc ça va forcément être bénéfique pour ce genre de projet crypto. Voilà, et avec une puissance qui est bien plus forte que Narrative IA, selon moi, en tout cas pour le moment. Bon, allez, je continue. Et ce qui me conforte dans cette position, donc Ondo qui est le leader, ça, donc il y a la plateforme par excellence pour tokeniser les actions boursières notamment, qui ont le plus gros potentiel actuellement, comme le déclare le PDG de Robinhood, eh bien, c'est que là, une TVL Ondo Finance, c'est un projet c'est le seul projet du moment, quand je compare les TVL des projets, même au sein du RWA, qui a une TVL qui tient la route, enfin, qui est impressionnante même. C'est plus que tenir la route là, à ce niveau-là. Parce qu'on voit que toutes les autres TVL, avec la correction, ça a pris cher. Même la TVL du Bitcoin, hein, elle a encaissé quand même. Mais là, la TVL de Ondo, ça continue. Et ce qui est plus frappant encore, c'est par rapport quand on fait la liaison, la comparaison avec les prix du token Ondo. On a assisté à une correction massive des prix du token Ondo, alors qu'au final, la TVL d'Ondo Finance, elle est en train de décoller. Et ça, en à peine 2 ans. Regardez, encore en 7 mars 2023, nous étions à 48,77 millions de dollars de TVL. Nous sommes aujourd'hui à 1,8 milliard de dollars de TVL. C'est une folie, ça fait un x20 là. On parle en 2 ans, la TVL d'Ondo Finance, elle a fait un x20. Complètement délirant. Et les prix du token Ondo, ils ont baissé. Je pense que c'est le premier cas où je vois qu'une TVL est décorrélée à ce point des prix d'un token. Donc je pense, là aussi, je suis persuadé, les amis, que le projet Ondo Finance, au niveau de la crypto-monnaie, un jour, ça va rattraper les fondamentaux. Alors quand, je suis incapable de vous le dire, hein, je n'ai pas de boule de cristal, mais tôt ou tard, quand ça va rattraper les fondamentaux, le projet il va exploser, quoi. Au niveau des prix, cette fois. Ça va péter. Voilà. Ça, j'en suis convaincu quand je vois les métriques et la macroéconomique autour de ce projet. Donc maintenant, j'ai passé à Chainlink, hein, vous savez, le deuxième plus gros projet dans le RWA derrière moi, aux côtés d'Ondo Finance, parce qu'ils ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde, Ondo Finance et Chainlink. Donc je rappelle que Ondo Finance, c'est l'infrastructure qui permet de tokeniser réellement les actions boursières, etc., dans la blockchain. Et Chainlink, eux, ils assurent tout ce qui est les data. Donc c'est pas vraiment la même chose au niveau du RWA, etc. Mais du coup, Chainlink, eux aussi, ils étaient à un événement, tout simplement, conférence au niveau des banques, enfin, la réserve fédérale américaine. Là, c'est encore un autre niveau, là. Chainlink joue vraiment dans la cour des grands. Et donc, pour vous dire, il y avait également, donc, au milieu, JP Morgan et Amazon.
du délire, là, on parle. Donc on voit des projets crypto comme ça, qui sont carrément aux côtés des plus grosses entreprises mondiales, en fait. Voilà, ils rigolent pas les mecs, hein. Ils rigolent pas. Et là, c'est pas Ondo Finance, on parlait de la banque fédérale de Philadelphie, mais là, on parle clairement de la banque fédérale américaine. Genre la plus grosse banque fédérale mondiale, hein. Carrément. Donc Chainlink, il joue encore à un autre niveau, là. Je continue, donc là, je passe maintenant à toujours un tweet de Chainlink indirectement, qui fait référence à une intervention de Ryan Rugg. En fait, c'est la directrice des actifs digitaux à Citi Treasury. Donc, c'est-à-dire, en fait, la Citibank, une des plus grosses banques américaines. Et elle est en charge également de tout ce qui est la solution au niveau des systèmes du trading au sein de la banque. Elle expliquait donc au SmartCon 2021, je l'ai déjà expliqué, c'est le SmartCon, c'est un événement organisé par Chainlink qui, en fait, rassemblait tous les plus gros pontes de la finance traditionnelle. Donc là aussi, on croit rêver, mais ça, c'est Chainlink, c'est un même niveau que le Ripple Swell de Ripple. Bref, et donc, durant cette intervention, qu'est-ce qu'elle a déclaré, en fait, Ryan Rugg, c'est que le problème, aujourd'hui, le seul blocage du RWA au niveau mondial, c'est l'interopérabilité standard au niveau de la finance, où il faut qu'en fait, tous les institutionnels doivent se mettre d'accord pour communiquer entre eux au niveau on-chain, au niveau de la blockchain. Voilà. Et ça, c'est justement Chainlink qui est en train de mettre en place en fait tout ce système de communication d'infrastructure au niveau du CC Chainlink, notamment du CCIP. Donc c'est leur nouvelle technologie qu'ils ont mis en place pour vous savez, l'aspect privé des transactions, etc. Donc c'est à une échelle vraiment de compliance standard, comme on dit. Donc au niveau de la conformité, au niveau mondial. Bon. Donc, on voit vraiment en temps réel, à travers des projets comme Chainlink, notamment, ou même Ondo Finance, etc., qu'on a une révolution totale hein, des institutionnels et qu'eux, ils sont tellement à fond qu'ils n'ont pas le choix également. En fait, c'est pour ça qu'ils sont à fond, c'est qu'ils n'ont pas le choix de compter sur ce genre de projet comme Chainlink et Ondo pour accéder au RWA. C'est pour ça qu'on va avoir vraiment une convergence de capitaux dans ces projets comme Chainlink, Ondo Finance, mais également il y a Plume derrière, XRP, tout ça, c'est parce que les institutionnels actuels, même s'ils voudraient le faire, bah, ils vont pas mettre des milliards à créer leur propre système d'infrastructure quand il y a des choses qui existent déjà à moindre coût et qui sont déjà à des niveaux de conformité standard au niveau mondial. Et donc là, on parle de Chainlink. C'est pour ça que Chainlink, je pense, là-dessus, ça fait un petit moment quand même que je l'ai intégré dans mes vidéos. Ils ont atteint un niveau, je pense qu'au niveau du RWA, c'est peut-être le leader mondial pour le RWA qui va attirer le plus de capitaux au sein de son écosystème de la part des institutionnels. Tout simplement parce que c'est les seuls qui ont la capacité et la technologie nécessaire pour vérifier les datas avec une conformité notamment déjà acquise à un niveau gouvernemental. Bon, on le voit parce que c'était avec, ils discutent carrément avec la Banque fédérale américaine, hein, pour on en est, et également au niveau des institutionnels qui effectivement sont déjà très intéressés, comme on le voit de la part de Ryan Rugg, de la Citibank, sur leur événement SmartCon 2025. Voilà. Donc Chainlink aussi, ils vont tout envoyer, ils nous envoient du lourd, et donc là je vous parlais effectivement de la technologie de Chainlink qu'ils ont mis en place là, très récemment. En fait, ils l'ont annoncé justement au SmartCon 2025. Et là, ce Chainlink, c'est le Confidential Compute. Et donc, en fait, l'objectif du Confidential Compute, hein, je vous rappelle, j'ai déjà parlé la semaine dernière dans la présente vidéo, mais je le rappelle là, c'est qu'ils ont mis en place un aspect de transfert de données, de data, mais à un niveau privé. C'est-à-dire que la blockchain, je rappelle, aujourd'hui, bah, comme c'est public de base, normalement, quand vous faites une transaction, que ce soit sur le Bitcoin ou autre, elle est publique et donc tout le monde peut remonter en fait cette information pour remonter jusqu'à vous. Donc, du moins les FBI et tout ça ont les moyens pour le faire. Mais là, avec Chainlink, eh ben, on a trouvé le moyen en fait d'assurer la confidentialité. En fait, donc ça reste transparent, mais à une échelle quand même confidentielle. Et on voit que là, leur petit schéma, bah, il explique très bien les choses. C'est que vous avez la blockchain, vous avez l'intégrité de la blockchain, vous avez donc la transparence, mais à une transparence à un niveau quand même confidentiel. Donc c'est un peu schizophrène ce qu'ils disent, hein, mais globalement c'est ça, en fait, leur technologie. Et ça permet de préserver donc les avantages de la blockchain avec la sécurité, la décentralisation et la scalabilité, mais à une échelle institutionnelle, privée. Voilà. Donc on a tout
les feux verts pour que désormais les institutionnels accèdent justement aux data on-chain et utilisent la blockchain pour assurer les transferts de données financières, etc. Ce que vous voulez. Voilà. Donc, ils disent très bien, vous avez en fait, une préservation des données économiques, donc privées, et vous avez justement un aspect de conformité au niveau de tout ce qui est les données à une échelle mondiale et une confidentialité au niveau de l'interopérabilité. Donc, au final, Chainlink permet aux institutionnels d'accéder à la finance, donc blockchain on-chain, et à un niveau inégalé en fait. Voilà. Et ça, c'était Gregory Neven, donc un ingénieur-chercheur à Chainlink Labs, qui a expliqué en fait simplement ce qu'il avait créé avec ses équipes. Donc Chainlink, voilà, c'est du lourd. C'est du lourd. Bon, maintenant je passe à Plume. Alors Plume, j'ai pas de nouveautés macroéconomiques, donc c'est pour ça que je me suis basé uniquement sur le RWA.xyz pour mettre à jour les métriques. Donc là, par contre, on a une semaine baissière malheureusement pour Plume sur quasiment tous les sujets, sauf le nombre de holders. Alors, pour vous expliquer tout ça, au niveau des métriques, on a donc tout ce qui est distributed asset value au niveau du RWA, on est à moins 15,62%. Donc on a bien baissé et on le voit très bien sur ce graphique. C'est un peu le bordel d'ailleurs, mais le RWA au niveau de Plume a un petit peu baissé là cette dernière semaine, ce dernier mois par exemple. C'est sur d'un mois sur l'autre. Et tout le reste, alors les stablecoins également, ça a baissé. Tout ce qui est les transferts de volume également. Vous voyez, il n'y a que le nombre de holders au final qui a continué d'augmenter. Mais la semaine dernière, en fait, nous étions déjà dans les 279 000, 280 000. Donc on voit que ça a stagné en fait d'une semaine sur l'autre. Est-ce que c'est la fin du monde? Bah non. Parce qu'on voit bien que là, le RWA, et c'est pour ça, je vous dis que on a toujours dans des montées comme ça, il y a toujours des phases de correction. Et également, même pour l'adoption du RWA, même si sur le long terme, c'est évident, ça a tout explosé, on le voit bien avec les données macroéconomiques, sur le court terme, vous voyez, on a eu une baisse de 2,25% du global market au niveau du RWA. Bon, donc on voit qu'on a une toute petite baisse ici. Après la montée qu'on a eue exponentielle là, et bon, bah, le marché sur un mois, il corrige de 2,25% en gros. On était à 35 milliards à peu près de RWA on-chain. Et donc là, maintenant, la semaine dernière, là, on a 33,71 milliards. Bon, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est juste une correction passagère. C'est pour ça qu'il faut jamais être dans l'émotion. Parce que là, on pourrait se dire, ça y est, c'est la fin du RWA, c'est fini. Non, bien sûr que non. Donc c'est pour ça que toujours s'intéresser aux fondamentaux, aux macroéconomiques et aux métriques également, et accumuler en fait l'ensemble de ces éléments pour se faire une opinion définitive à l'instant T sur un projet. Voilà, donc Plume pour l'instant, ils ont subi une correction, là, un petit retrait passager, mais je pense que ça va repartir à la hausse parce que je rappelle que Plume c'est quand même l'infrastructure unique au monde qui a eu l'aval de la SEC pour être un agent de transfert. Rien que ça, déjà, je comprends pas comment le projet, il a pas pu partir to the moon. Enfin, bon, voilà quoi. C'est du fou. Et ça n'a pas fait tilter personne en fait. Bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'il va y avoir là aussi, Plume, un rattrapage assez sévère dans les mois qui viennent. Alors après, il faut que bien sûr que les métriques continuent d'assurer, bien évidemment. Mais je rappelle quand même que là, on a 280 000 holders sur Plume au niveau du RWA. Le total asset de RWA holder au niveau global, tout réseau confondu en incluant Ethereum et tout, c'est 538 000. Donc là, on a plus de 50% des holders sur le RWA aujourd'hui dans l'écosystème crypto mondial qui est détenu quand même par Plume. C'est quand même pas rien, quoi. Bon. Allez, je continue. Cette fois, je passe à XRP et notamment donc au Ripple. Et donc là, regardez, bah, très bonne nouvelle cette semaine. On a eu un tweet de Brad Garlinghouse. Ça y est, ça arrive finalement. C'est le cas. Et il fait référence, bien évidemment, vous le savez, hein, au XRPC, c'est-à-dire à l'ETF XRP, donc une première mondiale, puisqu'on a l'ETF XRP, donc américain, ça y est, qui a été mis en place et qui a pulvérisé tous les records. Parce qu'en fait, on a sur une journée, je vous le montre ici, je passe maintenant aux articles également en parallèle. Donc là, j'ai un article de CoinDesk directement
qui fait référence justement à l'ETF XRP de Canary, parce que ça a été mis en place par Canary, qui domine les lancements de 2025 avec un volume de 58 millions de dollars lors de son premier jour. C'est mieux encore que l'ETF de Solana qui a été mis en place par Bitwise cette année. Donc là, l'ETF XRP de Canary, c'est le meilleur lancement de tous les ETF, en tout cas crypto, qui a été fait cette année en 2025. Bienvenue au XRP, en tout cas, dans la petite folie de danse qui a été mise en place sur les ETF. Donc maintenant, je vais essayer de choper toutes les semaines les chiffres sur les ETF XRP désormais pour pouvoir les mettre en place et les comparer avec notamment Solana. Donc on va voir si Farsight Investors va mettre à jour son site pour intégrer notamment maintenant l'ETF XRP de Canary. Mais en tout cas, vous voyez bien que, c'est dingue, parce qu'on voit qu'on a une chute du marché au niveau des prix sur la crypto, mais on voit bien que, vous voyez, les institutionnels, les gouvernements, mettre de plus en plus de services, d'ETF, de choses en place pour accéder aux crypto-monnaies. Et notamment là, ça y est, on a désormais 4 ETF. Donc il y a 5 ans en arrière, mais jamais de la vie, mettons-nous dans 5 ans en arrière et posons-nous la question, à l'époque, est-ce qu'on avait pu envisager une seule seconde qu'un jour on aurait des ETF sur XRP, Solana, Bitcoin, machin. Rien que Bitcoin, déjà, c'était dur de se le projeter, mais alors, en plus, un ETF XRP, un ETF Solana, mais alors là, voilà quoi. Et pourtant, aujourd'hui, c'est arrivé, et en plus, non seulement c'est arrivé, mais en plus, il y a des succès quand même fulgurants, à la fois sur Bitcoin, Ethereum, mais là, je parle même pas d'XRP, où effectivement, en une journée, ils ont fait péter les compteurs. 58 millions de dollars. Et c'est pas fini, et d'autres ETF sont dans les cartons. Je rappelle qu'il y a à peu près une soixantaine d'ETF qui attendent de la validation et l'aval de la SEC aujourd'hui. Et ça, je parle également que du marché américain. Mais vous savez également, je vous ai montré la semaine dernière, que BlackRock a lancé son ETF, en tout cas c'est prévu en mi-novembre, donc je pense dans quelques jours qui viennent, son ETF en Australie. Bitcoin. Voilà, donc tout ça, ça devrait quand même interpeller et rassurer sur la suite des choses pour le marché des crypto-monnaies. Les capitaux, en fait, ne font que... Là, on n'est qu'au début de l'arrivée des capitaux dans le marché des crypto-monnaies, du Bitcoin, etc. Donc je continue, là, un article de cryptost.fr, JP Morgan investissant 2 millions de dollars dans Ethereum via Bitmain. Encore une fois, vous voyez, JP Morgan a investi pas moins de 102 millions de dollars dans Bitmain Immersion Technologies, un acteur clé de l'écosystème Ethereum qui détient près de 3% de l'offre totale d'ETH. Une prise de position indirecte dans la blockchain Ethereum révélée dans un dépôt à la SEC. Et ça, vous voyez bien que ça a été révélé dans un dépôt à la SEC, mais des entreprises qui ont investi indirectement dans le marché crypto, Ethereum, Bitcoin, peut-être d'autres projets, il y en a tout un paquet, en fait. C'est juste qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas accès forcément au rapport. Et de plus, avec notamment Chainlink qui va assurer la confidentialité des transferts de données, des détails privés, des contrats, etc. entre institutionnels, là aussi on ne le verra plus forcément. Vous voyez? Donc c'est qui tout double en fait, même pour Chainlink, là, ce qu'ils apportent, en final, nous, c'est peut-être pas une bonne chose pour nous, quoi. Qu'on ne saura pas vraiment ce que vont faire les institutionnels derrière à travers leur écran de fumée, quoi. Bon, je continue, cette fois un article de cointribune.com, donc là vous avez compris, je suis sur l'actualité crypto plus générale. Singapour va tester des bons tokenisés réglés en CBDC, c'est-à-dire en monnaie numérique de banque centrale. Voilà, donc quand on pense à l'innovation financière, Singapour n'est jamais loin. Le pays qui a déjà marqué les esprits en accueillant l'événement planétaire Token 2019 continue d'avancer à grands pas. Dans l'univers crypto, la cité-État impose de plus en plus comme un laboratoire à ciel ouvert. Et donc, ils vont utiliser en fait des bons tokenisés, des titres publics réglés en monnaie numérique de banque centrale, CBDC, une transition qui pourrait bien rebattre les cartes de la finance d'État. Vous voyez, les gouvernements sont à fond également dans la tokenisation d'actifs, bons de trésor américains, bons de trésor en monnaie numérique de banque centrale, etc. Je continue, donc on voit bien qu'on est dans un narratif aujourd'hui RWA par excellence. Cointelegraph France, crypto, Visa teste les paiements en stablecoin pour les freelances et les entreprises. Donc on voit bien que on est en train vraiment de délaisser tout ce qui est le dollar, l'euro, enfin tout le système fiat traditionnel qui est lourd, encombrant, endetté à mort. Bon, tout ça est en train vraiment de voler en éclats, d'être laissé de côté quasiment
pour vraiment se baser sur maintenant tout ce qui est stablecoin, monnaie numérique, bah, centralisée malheureusement, mais en tout cas dans peut-être des meilleures mains que les banques centrales, parce qu'on voit ce que les banques centrales ont fait avec l'euro, le dollar, etc. C'est une catastrophe. Hein. Mais là, quand on voit que Tether, le succès de Tether, ils sont à peine plus d'une centaine dans leur entreprise, et ils gèrent et brassent des trillions de dollars déjà quasiment. Truc de fou quoi. Bon, et donc on est en train d'arriver dans une nouvelle ère quand même, on le voit bien. Et donc maintenant, bon, j'ai fini avec l'actualité crypto, j'ai passé maintenant au cours de l'or et de l'argent pour voir un petit peu ce que nous dit cette semaine le cours de l'or. Alors on a augmenté de 1,56%, mais ça a été un peu chaotique cette semaine sur le marché de l'or, puisque regardez, la semaine dernière, on a eu une grosse montée, on est passé la semaine dernière de 111 000 euros le kilo à d'un coup, en une journée, à 115 000. On a eu une grosse montée. On a fait un record jusqu'à 117 000 euros le kilo d'or 24 carats, donc le jeudi 13 novembre, et puis après on s'est pété la figure, mais alors violent, hein, violent quand même. On est passé même le vendredi 14 novembre de 115 000 à 111 000. Après on est remonté un petit peu à 113 000. Maintenant on a 113 000 euros le kilo. Bon, on voit quand même que le cours de l'or, il nous fait du trading là. Il nous fait là le cours de l'or, il est en train de nous faire des variations. C'est quand même impressionnante. On dirait du Bitcoin, là. On dirait qu'on a affaire au Bitcoin. Une courbe du Bitcoin, clairement. Donc là aussi, l'or, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il devient volatile. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de, en fait, de leviers d'action sur l'or en ce moment. Il y a de plus en plus d'achats. Après, il y a de plus en plus de prise de profit également. Donc, vous avez de plus en plus de volatilité parce que le marché voilà, est en train d'être vraiment pressurisé. Donc, par les banques centrales, bien évidemment, qui achètent en masse des tonnes d'or pour se protéger, les investisseurs qui ont peur de la Troisième Guerre mondiale, et puis je vous en passe des pires et des meilleurs. En tout cas, on voit bien que le contexte économique est compliqué, et géopolitique, n'en parlons pas. Donc, ça pousse les gens, les investisseurs, à aller dans l'or, mais ça pousse également tout ce qui est l'aspect des effets de levier sur les ETF, et également les investisseurs court terme, les traders, qui s'amusent, entre guillemets, de cette volatilité, et qui accentuent cette volatilité sur le marché de l'or. Voilà. Mais globalement, encore une fois, là, je vais dézoomer, parce que c'est très important de toujours dézoomer. On voit bien que le marché de l'or, par exemple, si je prends là sur une période de temps plus longue de 20 ans, eh bien le marché de l'or, lui, continue de nous impressionner. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a eu une correction en fait de 120 000 à 111 000. Là, on est repassé à 117 000, on est retombé à 113 000. Bon, en gros, l'or latéralise autour des 110 jusqu'aux 120 000 euros, quoi. Voilà. Mais il est en train quand même toujours de nous dire, bon, c'est tellement le bordel que moi je suis très haut là. C'est ça que nous dit l'or là en ce moment. Et donc pareil, l'argent suit grosso modo la courbe de l'or là cette semaine. Puisque le cours de l'argent, vous allez voir, elle est un peu similaire, en tout cas à peu de choses près, à celle de l'or. Regardez sur cette semaine, hein, vous voyez, on a eu une augmentation dès le lundi-mardi de cette semaine. Après, on a connu un pic jusqu'à 1500 euros le kilo d'argent pur, et puis après on s'est cassé la figure directement jusqu'aux 1400 euros le kilo. On a perdu 100 euros quand même en 2 jours. Voilà. Donc là aussi l'argent est très volatile. Mais après sur la tendance globale, pareil, l'argent il a moins explosé que l'or, mais est en train de nous expliquer qu'il est en train quand même de pousser vers le haut là. Alors qu'il a par exemple genre l'évolution de l'or sur la dernière année, l'argent n'a pas vraiment suivi le cours de l'or. Alors c'est vraiment que à partir de 2025, à partir de juin 2025, que l'argent a commencé à exploser et à suivre un peu mieux les cours de l'or. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, malgré, c'est là où c'est intéressant, malgré la poussée en avant de l'or et de l'argent, là on peut se dire, bah, il est temps de vendre, l'or et l'argent vont corriger. Je pense pas. Je pense parce que l'or et l'argent sont vraiment corrélés, comme je vous l'ai dit, à l'état mondial, autant au niveau économique qu'au niveau géopolitique, au niveau des guerres, etc. Et on n'a jamais eu autant d'incertitudes à la fois sur les marchés boursiers, qui sont très décorrélés de la réalité du terrain au final au niveau économique. Les marchés boursiers, au final, c'est une bulle spéculative ambiante. Hein. Elle va éclater, ça va faire mal un jour. Et donc, l'or et l'argent, donc je pense qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui prennent conscience de cet état de fait, donc se protègent en investissant dans l'or et l'argent, les banques centrales également, et puis surtout il y a une pénurie d'argent qui est en cours.
La LBMA a annoncé, donc il y a 2 semaines, ça y est, hein, c'est officiel, qu'elle était en pénurie d'argent réel physique et que ça impactait désormais les banques, et notamment les échanges interbancaires au niveau de l'argent physique. Et ça, c'est juste jamais vu depuis 40 ans, je crois. Voilà. Donc on est en train d'assister quand même à des choses totalement incroyables sur le marché de l'or et de l'argent, et même en termes généraux sur les marchés de façon générale, boursiers, etc. Et à tel point, c'est là où ça devrait quand même nous interpeller. Je rappelle que là, cette année, on a eu Warren Buffett qui s'est barré. En gros, il a tout lâché, il a dit allez vous faire... Enfin, je rigole, hein, mais bien sûr que non, il n'a pas dit ça, mais en gros, il a lâché l'affaire, le bébé, il a repoussé le truc à quelqu'un d'autre. Vous avez là quand même, ça va nous interpeller aussi Michael Burry, donc de la société Sion, hein, qui a fait, vous savez, si vous avez vu The Big Short, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, sur la crise des subprimes, etc. Donc c'est Michael Burry, c'est le trader, enfin c'est l'analyste financier par excellence, qui avait prévu justement le Big Short de la crise des subprimes 2008 et qui s'est fait des burnes en or, on va dire, là-dessus. Et donc, et qui a toujours su anticiper les marchés. Et ben il a fermé, Michael Burry, là, il a fermé son entreprise, donc Sion Compagnie, en déclarant quand même que s'il se retirait, c'est parce qu'il ne comprenait plus les marchés actuels. Enfin, là aussi, ça devrait interpeller quand même. Bon, donc on est dans un monde quand même qui, au niveau économique, on se retrouve, vous savez qu'il y a tellement de données maintenant compliquées à analyser que c'est le bordel. Dans un monde, c'est le bordel en fait, c'est le chaos. Donc pour se protéger, quoi qu'il arrive, même plus même sans vouloir regarder les courbes, etc., les prix, etc., juste pour se protéger au cas où si c'est le chaos, l'or, l'argent, c'est vraiment les actifs physiques numéro 1 par excellence. Vous ne prenez pas de risque en fait. L'or, l'argent, bon, vous protégez. Après, vous avez la crypto-monnaie, c'est plus risqué, mais vous avez vu le Bitcoin, et également, le narratif du RWA sont vraiment adoubés par la finance traditionnelle, les gouvernements, donc qui deviennent de moins en moins risqués avec quelque chose qui devient de plus en plus mature en termes de volatilité. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, les amis, j'ai fini la vidéo. Alors n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, vous avez appris des choses et tout pour supporter, enfin, pour m'aider dans mon travail. N'hésitez pas également à vous abonner, parce que je vais faire d'autres vidéos, comme ça, bah, vous êtes abonné. Et puis pour supporter également ma chaîne. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine hein, pour notre vidéo, avec grand plaisir, pour vous faire le point sur l'avancée des choses. Allez, je vous annonce, enfin je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, la bise, ciao.